On parle souvent des cryptos pour leur hausse folle, les projets innovants ou les gens qui deviennent riches du jour au lendemain. Mais il y a un autre côté à cette histoire. Ces derniers mois, on a vu apparaître un nouveau phénomène inquiétant. Des personnes menacées, agressées, parfois enlevées, simplement parce qu'elles possédaient des crypto-monnaies. Ça peut paraître fou, mais c'est bien réel. Alors comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'on peut s'en protéger? Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur ces affaires. D'abord en regardant l'évolution des kidnappings dans l'histoire, notamment financière, de l'époque du cash à celle des cryptos. Ensuite on verra comment les enquêtes se mènent et enfin on parlera des conséquences de tout ça. Accrochez-vous, on plonge dans un sujet sensible mais important dans ce nouvel épisode de Crypto Réel, l'émission qui replace les cryptos dans le monde tangible. Disclaimer, je suis pas moi-même spécialement investisseur dans les crypto-monnaies, donc je me sens peu concerné, mais en réalité aujourd'hui il faut se méfier de tout. Connaissez-vous l'affaire Édouard Jean Empin? Lundi 23 janvier 1978, vers 10h30, le baron Édouard Jean Empin est enlevé à la sortie de son domicile à Paris, avenue Foch. Une moto arrêtée au milieu de la route, un gang qui avait prémédité son coup et un enlèvement d'un banquier d'affaires, séquestré contre rançon, vont défrayer la chronique. C'est une affaire d'État, il est proche de Giscard, président alors, qui met un état-major de crise ministérielle, et Mitterrand parle de recul de la civilisation. Alors je vous invite à regarder le fait d'entrer l'accusé sur le sujet, c'est vraiment super. Si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que finalement c'est quelque chose de plus ou moins commun dans l'histoire. La richesse attire les convoitises, et les brigands brigandent. Les joailliers, les chefs d'entreprise, les financiers, autant de rôles à responsabilité, et surtout à argent qui vont être pris pour cible. Les enjeux sont classiques, pression sur les familles, mise en scène des transactions pour garantir l'anonymat, usage de cash ou de bijoux, et rapt en tout genre. Si ça arrivait avec une économie, il est évident que ça arrive avec la suivante. Et donc du coup, la crypto n'y échappe pas. Depuis maintenant plus de 10 ans, ce sont 231 cas recensés sur le GitHub des Physical Bitcoin Attacks. Le premier, l'histoire terrible de Al Finney, l'un des cryptographes initiaux derrière Bitcoin, qui se voyait harcelé par un assaillant qui lui a fait vivre un enfer les dernières années de sa vie, alors atteint d'une maladie incurable. Et derrière, la liste s'allonge, avec notamment depuis quelques temps, et c'est la raison de cette vidéo, une recrudescence des attaques en France. Industriels de la crypto, influenceurs NFT, les nouveaux kidnappeurs attaquent ceux censés posséder de l'argent en masse, facilement transférable et plus ou moins facilement blanchissable. Alors on fait face à de nouveaux modes opératoires, domicile forcé pour récupérer des seed phrases, la clé d'accès au compte, du doxing, de l'intimidation ciblée notamment avec Telegram, enlèvement de famille pour transfert de crypto, le tout avec des personnes qui commanditent ces exactions à distance. Plus besoin de se donner rendez-vous dans un parc la nuit pour s'échanger la mallette de cash, ce qui rend d'autant plus difficile la traque des auteurs. Dans cette jungle des exactions crypto, on l'a dit, la France n'est pas en reste. C'est quasiment un tiers de la totalité des listes précitées qui ont eu lieu dans l'Hexagone en 2025. Alors j'ai envie de faire un petit retour sur celui qui a commencé à alerter l'opinion publique. En janvier 2025, David Vallon, l'un des cofondateurs de Ledger, la boîte française qui fait notamment autorité dans le monde des portefeuilles en crypto-monnaie à l'international, se retrouve être kidnappé par des ravisseurs en compagnie de sa femme. Alors Eric Larchevêque, aussi cofondateur de Ledger, va alerter rapidement les autorités quand il reçoit une vidéo de doigts coupés. Le deal est simple, les kidnappés sont rendus si et seulement s'il y a rançon en BTC, donc en Bitcoin, rançon de 10 millions d'euros. Bon, c'est pas rien. En 24 heures, ce sont toutes les unités de gendarmerie locale et nationale qui vont se mettre en ordre de bataille, et puis une unité de gendarmerie et suivie du GIGN vont réussir à retrouver les malfaiteurs et surtout libérer David Vallon et sa femme. L'enquête s'est déroulée avec la collaboration de plein de services différents, que ce soit des sections de recherche locales, à l'unité nationale cyber et même des contrôles de police qui ont eu lieu et qui ont permis de faire avancer l'enquête. L'enquête s'est déroulée d'ailleurs de manière assez classique finalement, mais avec la spécificité du regroupement des faisceaux d'indices du renseignement numérique pour aider les recherches et retrouver d'éventuelles traces des organisateurs de ces actes qui semblent coordonnés. Car malheureusement, le même mode opératoire a été retrouvé plusieurs fois, avec notamment la même section de doigts, et cela s'est reproduit notamment en mai sur un influenceur crypto, cette fois-ci encore avec de nouveaux interpellés. Car que deviennent les auteurs finalement de ces crimes? Si pour certains, les parquets demandent de la réclusion à perpétuité, pour
rançon accompagné d'actes de torture ou de barbarie ainsi que d'extorsion, je cite dans le texte. C'est en revanche un certain laxisme qui semble être en réalité assez opérant. Pierre Noisa, directeur de Pemium, est très personnellement impliqué dans les enlèvements, parle notamment de mexicanisation de la France, et Sébastien Gouspillou évoque régulièrement sur Twitter les libérations des personnes impliquées dans ces affaires. Bien entendu, on peut entendre parfaitement la présomption d'innocence et on peut aussi être farouchement anticarcéral, pour de très bonnes raisons. Il est assez rude en réalité de voir que la justice n'a pas aujourd'hui la même efficacité que les brigades de recherche pour traiter le crime organisé. D'ailleurs, où en est l'enquête sur ces affaires ? Le commanditaire a été retrouvé et arrêté début juin 2025, après un mandat d'arrêt international. Ce qui semble être la tête d'un réseau, selon les enquêtes, n'est pas l'arrêt pour autant des crimes autour de la crypto. On en a encore de nouveaux exemples depuis, mais alors quels enseignements tirer de tout ça ? Dans un premier temps, on ne peut qu'espérer la paix pour les victimes de ces épisodes traumatiques, avec l'accompagnement qu'il faut et surtout un emballement médiatique qu'on espère ne plus trop voir. Comme lors des attentats, il fut un temps, on regrette l'attrait par le sensationnalisme de certains médias, surtout hors de l'écosystème crypto d'ailleurs, et qui ont été jusqu'à parfois bafouer le secret de l'instruction selon David Ballon. Ensuite vient le temps d'une réaction de l'État, qu'on a pu voir impliqué du côté de l'intérieur, pour arrêter ces séquestrations, moins du point de vue de l'accompagnement judiciaire. Se pose la question de la sécurité des personnalités publiques du monde de la crypto, organisée par ce dit État. Doit-on créer plus de soutien et de surveillance des grands comptes ? Mais pourtant, cela semble toucher beaucoup de monde, même des petits influenceurs qui parfois n'ont même pas de quoi payer les rançons qui leur sont demandées. Alors du coup, on peut s'imaginer que c'est difficilement tenable. Personnellement, j'ai été il y a quelques années suivre des cours avec notamment Gavin Wood, l'un des cofondateurs de Polkadot et surtout d'Ethereum, et on a pu voir notamment qu'il était en permanence accompagné de deux gardes du corps. Est-ce vers cela qu'il faudrait aller aussi en France, vers de la sécurité privée pour l'ensemble des acteurs qui ont aujourd'hui notamment un certain pouvoir financier ? Peut-être que c'est l'occasion en tout cas de se poser la question. Si on a déjà évoqué les nouvelles lois autour de la non-confidentialité des transactions crypto, notamment la semaine dernière, je vous invite à aller voir la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est assez peu crédible de penser que c'est suffisant. Le renforcement de l'arsenal anti-vie privée semble pas vraiment être fait pour la sécurité des utilisateurs. Par contre, elle a tendance au contraire à jeter un soupçon de mystère, d'illicite et d'importance, finalement, sur toutes les personnes de cette industrie. Travailler la sécurité personnelle, c'est aussi avoir de bonnes pratiques, clés sur des hardware wallets, usage de multisig, les bons wallets, ce sont des choses que l'on voit largement dans les cursus chez Alira, et dont on parle régulièrement, que ce soit sur nos réseaux ou alors dans les chroniques tous les jeudis sur Twitch à 12h30. Enfin, travailler la sécurité personnelle pour certains, c'est aussi ne plus vouloir de parole publique. Ne plus vouloir être nommé, agir en rogue. De mon point de vue, ce n'est pas spécialement une solution viable. Assurer la sécurité par la dissuasion, par des bonnes pratiques, cela semble une situation à long terme qui est plus intéressante, plutôt que de vivre dans une paranoïa avec des privations volontaires ou non de liberté. Doit-on vraiment se diriger vers une société crypto-sécuritaire ? Peut-on vraiment avoir sécurité et liberté dans un monde numérisé ? Bon, ce sont des questions que l'on peut légitimement se poser aujourd'hui vis-à-vis de l'entièreté de ces attaques. Allez, on va clôturer cette courte vidéo et dire que ce qu'on a vu, c'est que la crypto, c'est pas juste du code, des courbes et de l'enrichissement. C'est des gens, de l'argent certes, et parfois des risques très concrets. Il faut être prudent, il faut parler de sécurité. Mais il ne faut pas non plus basculer dans une parano constante ou dans un monde surcontrôlé où chaque transaction devient suspecte. C'est très certainement là, finalement, que se fait l'image pour les kidnappeurs. Et surtout, il y a un truc important, c'est le rôle des médias. Parce qu'à force de montrer des jeunes devenus millionnaires à 22 ans, des influenceurs qui ont tout gagné grâce à la crypto, on crée une image hyper fantasmée et hyper dangereuse. Peut-être qu'il est temps de raconter aussi les côtés moins sexy, les galères, les responsabilités, la fiscalité, les erreurs à éviter. Arrêtez d'avoir ce biais du survivant aussi, de voir que ceux qui ont réussi pour parler de cet écosystème. Le vrai pouvoir que donne la crypto, ce n'est pas de faire de l'argent rapidement, c'est d'apprendre à gérer cette liberté. Et allez, à ciao.